Et alors, on continue cette matinée de présentation avec une expertise vibratoire et acoustique. Alors, on le sait que dans l'industrie, c'est un gros sujet, ça, hein. Un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet qui concerne vraiment à la fois tous les opérateurs qui sont les ateliers, mais pas que. Il y a aussi même à l'extérieur. Et donc, bienvenue Ludovic. Donc, tu es responsable commercial au Seva. Seva, on dit Seva, voilà, au Carnot ESP. Et donc, voilà, je te laisse te présenter et puis nous présenter ces travaux de recherche qui sont faits en collaboration directe avec des entreprises. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc Ludovic Barbeau, responsable commercial du Seva Carnot ESP. Donc moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis au Seva. Donc je vois depuis 10 ans les choses évoluer, que ce soit toujours en termes vibratoires ou acoustiques. C'est vraiment le cœur du métier du Seva depuis plus de 25 ans maintenant. Et notamment dans le domaine de la production industrielle, où il y a de plus en plus de choses qui sont réalisées, de plus en plus de normes aussi, ça se durcit. Souvent, les personnes qui doivent regarder ça de plus près, c'est tout ce qui sont liés à la CHSCT, sécurité, santé au travail, tout simplement. Et donc, nous, c'est notamment avec ces gens-là, avec qui on échange, mais aussi avec les entreprises qui vont créer les machines et autres pour vraiment prendre le problème en amont, plutôt que de trouver des solutions qui vont être peut-être des solutions pansement. C'est vraiment d'anticiper les problèmes vibratoires et acoustiques, et c'est les métiers du Seva. Voilà. Donc pour vous présenter tout ça, le petit sommaire, je vais rapidement vous parler de l'Institut Carnot ESP, du Seva et du groupe Synapse, puisque le Seva fait partie du groupe Synapse. Et puis derrière, sur cette présentation sur l'expertise vibratoire et acoustique en milieu industriel, je vous présenterai un peu le contexte, voilà, la situation aujourd'hui, les normes et les règlements, les méthodes de prévention et de réduction, puisqu'il y a des choses qui existent, qui sont faites depuis quelques temps, et puis les prestations du Seva. Qu'est-ce que l'on a fait aujourd'hui pour des clients, du concret. Et je finirai avec quelques lignes sur les perspectives futures, parce qu'on travaille aussi sur pas mal de notions, notamment d'intelligence artificielle et autres. C'est à la mode, mais nous aussi, on est dedans. Alors l'Institut Carnot ESP, donc énergie et système de propulsion, dont fait partie le Seva, autour de la thématique transport terrestre, aéronautique et spatiale, énergie. Donc avec les laboratoires partenaires, alors le Seva, le CRISMAT, le CORIA, le GPM, le CERTAM, l'IRSEM et le laboratoire catalyse et spectrochimie. La plupart en Normandie, le Seva, le CORIA, le GPM, le CERTAM, l'IRSEM sont à Saint-Étienne-du-Rouvray, sur le Technopole du Madrier. Et puis après, ensuite, on a CRISMAT et catalyse et spectrochimie, qui sont du côté de Caen plutôt. Voilà, donc c'est autour de l'Institut Carnot ESP, avec qui on collabore entre laboratoires sur certains projets de recherche d'innovation. Ça reste un cluster quand même assez géolocalisé, régional, c'est très bien ça. C'est ça. C'est assez simple dans les échanges aussi, on peut rapidement organiser des réunions physiques et autres. Carrément. C'est simple. Pour vous parler donc plus en détail du Seva, donc comme je le disais, depuis 1999, le Seva accompagne ses clients, alors vraiment grands groupes, TPE, start-up, dans tous les secteurs d'activité. Vraiment, c'est du sport au loisir, à l'automobile, des équipementiers divers et variés, aux matériaux, enfin voilà, j'en passe. On les accompagne dans vraiment le développement de leurs projets et de leurs produits, avec nos expertises qui vont être l'analyse vibratoire et acoustique, des essais physiques tout simplement. Nous, on a deux types d'interventions aujourd'hui, c'est de la prestation de service et de la prestation aussi plutôt orientée recherche, R&D, innovation. Donc on a tous les ans des projets comme ça que l'on fait, des projets Carnot. On a des projets rapides, par exemple, plutôt défense avec la DGA et autres, que l'on fait également. Donc sur l'acoustique, là on voit notamment, c'est la plus belle salle au Seva, la chambre semi-anéchoïque, qui est une chambre sourde avec un bruit de fond très très bas. Oui, elle est belle. Elle est belle. Un beau laboratoire, ça. C'est ça. Alors, clairement, ces salles-là, on les retrouve surtout, par exemple, chez les constructeurs automobiles. Nous, elle est calquée. On est né de l'automobile en 99, et donc elle est calquée. C'est une sœur jumelle des salles chez Renault ou chez Stellantis. On peut mettre des véhicules. On teste. Alors, on peut tester des aspirateurs, des machines à café dans cette grande salle, mais l'idée, c'est le bruit de fond. Voilà, de profiter de ce silence pour vraiment travailler sur la partie acoustique. Et après, nous, on intervient vraiment en labo, chez nous, et beaucoup sur site client, pour du diagnostic, de l'analyse modale expérimentale, c'est comprendre les phénomènes finalement vibratoires et structurels des produits. Et puis, c'est un point important, on travaille sur les préconisations et les solutionnements, parce qu'au-delà de faire des essais, des tests, on va aider nos clients à trouver la solution. Voilà.
Et pour ça, on s'appuie beaucoup sur la simulation numérique. Il y a de plus en plus de clients qui prennent pas mal de choses en amont autour de cette thématique. Donc nous, on a cette double casquette, essai physique et simulation numérique, donc sur l'acoustique, le vibratoire, le calcul dynamique, la mécanique, le sismique. C'est assez varié, mais ça nous permet d'intervenir sur pas mal de choses. Là, dans le schéma de gauche, enfin dans la photo de gauche, c'est les ondes en fait qui sont représentées là ou pas? C'est le son? C'est ça en fait, quand on fait une simulation numérique, c'est ce que vous avez dans les résultats, où vous avez, dès que c'est rouge, c'est là où il va y avoir les niveaux de contrainte maximum par exemple. Donc là où la pièce va être la plus fragile, on va dire. Et c'est dans ces zones-là qu'on va avoir tendance à travailler pour trouver des solutions, rigidifier une pièce, augmenter l'épaisseur de la matière, etc., etc. Et là, pour le coup, la simulation est pratique parce qu'on peut le faire numériquement. Ça coûte quasiment rien parce qu'on joue sur des paramètres qu'en physique, il faut refaire un prototype, etc., etc. C'est toujours plus complexe. Bien sûr. Donc on s'appuie sur le groupe Synapse également, dont le CEVA fait partie, avec les différents laboratoires, Synapse Testing, Infinergy, Sealing, Analyse Surface et Carbone. Alors Carbone, c'est le régional de l'étape, puisqu'ils sont à Chassieux, juste à côté. Et donc on intervient, comme vous pouvez le voir, sur un ensemble de thématiques, les matériaux, le testing, l'électronique, plutôt électronique de puissance et la maintenance. Donc avec des études de matériaux, de l'expertise de défaillance, des essais plutôt mécaniques, vibratoires, climatiques, environnementaux, électriques, un peu de CEM, du diagnostic, du dépannage et de la maintenance préventive. Donc en fait, on s'appuie sur tous ces labos-là aussi parfois pour répondre à nos clients et trouver des solutions. Ça peut être un problème vibratoire, une casse d'une matière, par exemple, d'un produit. On va aller analyser la matière, voir ce qui se passe, s'il y a des street fatigue, des choses comme ça. Donc c'est un peu une collaboration complète entre les différents labos. Voilà. J'en viens donc à la thématique du jour, donc l'expertise vibratoire et acoustique pour l'optimisation du confort des opérateurs et de la production industrielle. Alors le contexte aujourd'hui, c'est qu'en milieu industriel, bien sûr, les bruits et vibrations sont des phénomènes omniprésents. Clairement, si vous promenez dans une unité de production diverses et variées, vous allez tout de suite le sentir. Même on pourrait parler de ce salon, il y a des moments de la journée où on n'est pas loin on flirte avec les 70 décibels. Et en fin de journée, on le sent. Tout de suite, vous sentez juste la fatigue, rien que le bruit. C'est vrai, ça joue. L'acoustique, ça fatigue au bout d'un moment quand on a du son toute la journée. Et donc, ça impacte la santé des travailleurs, la performance des équipements et la qualité des produits, bien entendu. Près d'un salarié français sur 3 est exposé à des niveaux sonores élevés sur son lieu de travail. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est une étude de l'INRS et de la DARES, pardon. Et les sources de bruit vraiment sont multiples. Là, pour le coup, ça peut être des machines et des équipements, des moteurs, des compresseurs, des pompes, des presses, des turbines, des convoyeurs. Là, il y a de tout en termes de vibration et d'acoustique. Les opérations de production, de l'usinage, du soudage, du découpage, des mouvements de véhicules industriels, les chariots élévateurs, les grues, les trains, les camions, les fuites sous pression, la vapeur, l'air comprimé, etc. Et les travaux de maintenance et construction, marteau-piqueur, l'exemple parfait, les meuleuses, les perforateurs, enfin voilà, c'est assez complet en termes de sources de bruit et de vibrations que peuvent côtoyer les salariés dans tout secteur industriel confondu. Même dans des salles blanches, pharma et autres, forcément les machines vont faire du bruit, même si on est en milieu sain, propre. Voilà. Il y a toujours du bruit ou des vibrations qui vont arriver à un moment donné. Les deux impacts, l'impact sur la santé et l'impact plutôt environnemental et économique. Sur la santé, forcément, ce qui vient en premier, c'est la partie auditive. Voilà. Perte d'audition, acouphènes, surdité professionnelle. Ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent... alors, de moins en moins, parce que justement, il y a des choses qui sont mises en place, des protections, mais à l'époque, je pense que ça devait être beaucoup plus important. Les effets physiologiques, la fatigue, le stress, l'hypertension, les troubles du sommeil, les troubles musculo-squelettiques, les TMS, bien entendu, les douleurs articulaires, musculaires dues aux vibrations, et la diminution de la concentration, risque accru d'accidents et d'erreurs. Voilà, quand vous êtes déconcentré par du bruit aux alentours et autres, c'est jamais simple. La partie environnementale économique, pollution sonore externe, forcément. Ça, c'est regardé, les nuisances pour les riverains et l'environnement. Voilà, si vous vous retrouvez, si une usine s'implante à côté de chez vous, vous allez regarder si ça va faire du bruit ou non, forcément. Si on rajoute les voitures, le bruit aujourd'hui, c'est la première pollution. Avant l'air, c'est le bruit, la première pollution en ville. Oui, bien sûr. Depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Oui, tout à fait. Ouais. L'usure prématurée des machines, détérioration des roulements, désalignements, fissures, la perturbation de la production,
forcément des erreurs de précision dans la fabrication, des arrêts de chaîne à cause notamment des vibrations. Et le coût final pour l'entreprise avec les différentes maladies professionnelles entraînant à la fois des arrêts de travail plus des problématiques RH. Voilà, si les gens sont en arrêt, faut trouver les remplaçants et ainsi de suite, donc c'est jamais simple. Donc qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et qu'est-ce qui existe? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est très, très complet, forcément très normatif, mais il existe des seuils d'exposition, donc en DBA, de 80 à 87. Le temps d'exposition max, il est de 8 heures, en tout cas ce qui est recommandé, avec des actions qui sont requises et qui doivent être mises en place en fonction des différents niveaux. Donc on voit qu'à 80 et 87, on n'est pas sur les mêmes actions. À 80, c'est plutôt de l'info et de la mise à disposition de protection auditive. Qu'à 87, on va vraiment être sur la valeur limite d'exposition. Donc là, c'est EPI d'office, plus interdiction de dépasser ce seuil. Donc là, c'est regarder forcément de très près. Donc je vais pas faire la liste, mais les différentes directives, informations dans le code du travail ou les différentes normes qui sont appliquées et applicables. Et puis les vibrations, les seuils d'exposition, donc en mètres par carré, mètres par seconde carré, pardon. Donc les vibrations main-bras et vibrations corps entier. Voilà, avec différentes valeurs aussi, où là on a des valeurs d'action et des valeurs limites à ne pas dépasser, où il faut aussi mettre des choses en place. Aujourd'hui, il existe des solutions. Où il y a des méthodes de prévention et de réduction qui existent, à la fois donc, sur tout ce qui est lié aux équipements, la lubrification, l'équilibrage, l'amortissement des vibrations. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont faites. Tout ce qui est isolation et insonorisation, des cabines, des silencieux, des revêtements absorbants, les EPI, des casques anti-bruit, des gants anti-vibratoires. Ça, c'est regardé et justement, c'est étudié. Nous, on a pu travailler sur ces deux aspects-là chez nous, à la fois sur le casque anti-bruit et faire des comparaisons de casques pour l'amélioration justement de ces casques-là. Et les gants, pareil, on a pu caractériser différents gants justement pour pouvoir trouver le gant le plus amortissant possible sur une gamme de fréquences vibratoires très large finalement. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont très très regardées. L'organisation du travail, la rotation des tâches, la limitation du temps d'exposition et la surveillance et les mesures, sonomètre, accéléromètre, analyse vibratoire. Et ça, on le voit de plus en plus aussi, tout ce qui est analyse, surveillance, temps réel notamment. Les prestations du CEVA, donc par rapport à tout ça, donc aujourd'hui, nous, on s'appuie, comme je disais, sur notre double casquette essai et simulation. Au-delà de ça, on a une connaissance qui est vraiment multisectorielle. On peut réutiliser des bonnes pratiques, et ça, on le fait régulièrement. Nous, on va prendre, je vais prendre un exemple concret. On a pris un jour une vieille solution qui existait dans les 4L, et on l'a réadaptée pour un vélo carbone, vélo de course. Voilà. Et en fait, on s'amuse comme ça à justement prendre d'un côté une bonne pratique d'un secteur, la retravailler et la réadapter. Dans la 4L, les vibrations et l'acoustique, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Il y avait de l'amélioration possible. J'ai ça. des souvenirs de 4L, on se dit, tiens, on a progressé depuis. Quoi. On voit la différence. Voilà. Ouais. Et nous, on le voit, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. L'automobile, c'est un secteur de pointe, clairement, sur ces activités-là, avec des services énormes de centaines de personnes, là où, pour certaines industries, vous n'avez qu'une ou deux personnes qui regardent cette thématique. Donc c'est aussi logique que justement on s'inspire de ces secteurs pour réutiliser des solutions. Tout ce qui est expertise en essai, donc simulation, je l'ai évoqué. La caractérisation aussi de plots de découplage, ça c'est des choses que l'on fait. L'idée en fait c'est de pouvoir en amont caractériser donc un silent box, un plot de découplage donc qui va permettre d'amortir les vibrations. Et en le caractérisant, on va définir un plot qui est réellement adapté à la machine. En fait. Aujourd'hui, beaucoup d'industries, de clients vont acheter une machine avec des plots qui sont déjà intégrés, mais qui ne vont pas forcément s'adapter soit au bâtiment, soit à la machine même en tant que telle. C'est le vendeur de la machine a mis ce plot-là, peut-être pour des raisons économiques. Donc nous, on va plutôt analyser et dire, ce plot, il n'est pas terrible par rapport au domaine fréquentiel, vaut mieux prendre ce plot-là. Soit vous avez un fournisseur qui vous crée ce plot, soit nous, on peut, sur étagère, aller voir lequel se rapproche le plus. Et ça, c'est des choses concrètes qui, clairement, sont des solutions vraiment qui apportent des gains en termes d'amortissement vibratoire. Parce qu'on va avoir plein de petites solutions, de micro-solutions comme ça, en fait. C'est ça. On imagine dans un environnement, ça va être supprimer au maximum tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est... Et du coup, cette expertise-là, elle est importante parce que le constructeur de la machine, lui, c'est pas son problème au départ, quelque part. Il est plus dans l'efficacité de la machine. Après,
c'est secondaire et c'est presque pas sa logique d'aller chercher une amélioration là-dessus. C'est ça, c'est pas dans leur nature. Eux, leur nature, ça va être de faire la machine, par exemple une machine d'embouteillage de bouteilles en plastique, par exemple. Lui, ça va être d'avoir le meilleur ratio entre l'efficacité de la machine et le nombre de bouteilles qui va sortir à la minute, par exemple, alors que derrière, ça va générer beaucoup de vibrations. Ces vibrations vont générer des problèmes de production, des arrêts de chaîne. Alors qu'il faut prendre le sujet à l'inverse, travailler là-dessus, ça aidera dans l'efficacité de la machine. Des cas concrets donc, sur lesquels on a pu travailler au CEVA. Le cas numéro 1, c'est un caisson acoustique en milieu industriel. Donc c'est vraiment l'idée de traiter le problème à la source pour réduire le bruit. Donc on travaille là-dessus, on a 3 approches clairement. C'est isoler une source de bruit, donc créer un caisson pour améliorer les conditions de confort acoustique pour les opérateurs. Voilà, on a une petite machine par exemple à côté de l'opérateur. On va créer un caisson sur mesure. Donc c'est en plusieurs étapes, on va faire des mesures. On va créer le caisson, on va y implanter les matériaux absorbants dans le domaine justement de fréquentiel pareil, qui va être le plus adapté pour qu'il soit le plus efficace possible. On va aussi isoler un système à caractériser. Ça, c'est des choses aussi pour justement les chaînes de production. On crée en fait des caissons en bout de chaîne, voilà, pour pouvoir en fait que les clients puissent faire des tests sur leurs produits dans un milieu justement plus calme en termes d'acoustique. Ça prend quelques secondes, mais ça leur permet comme ça de vérifier la qualité du produit en bout de chaîne. Ça, c'est une autre thématique, mais on travaille aussi dessus. Et puis, c'est déterminer le niveau sonore de puissance dans un milieu restreint grâce à une absorption pertinente. Voilà. Donc là, on a des caissons aujourd'hui. Alors, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais on en a un certain nombre dans le domaine de la défense et de la sécurité sur les chaînes de production. Ils sont peut-être plus sensibles, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais su l'expliquer. Mais on a environ 5-6 caissons qui sont dans ce domaine-là en action aujourd'hui. Et puis on a d'autres clients avec qui on discute pour justement implanter ce type de caisson. Donc vous avez des exemples là, très concrets, comme celui-ci. Donc c'est un double caisson d'isolation. Donc vous avez un caisson dans le caisson, donc qui est réalisé sur mesure et intégré directement à la chaîne de production du client. Et nous, on a fait vraiment la conception, la fabrication, l'installation. Et les matériaux d'isolation sonore ont fait beaucoup de progrès les dernières années, non ? Oui, tout à fait. On est sur une évolution parce que ça concerne tout le monde, quoi, quelque part. Bien sûr. Et puis nous, on va dire, l'avantage au CEVA, c'est qu'on a les moyens de caractériser ces matériaux. Donc depuis toujours. Donc en fait, on voit cette évolution dont vous parliez, et on sait quel matériau va être plus adapté en termes d'absorption ou d'isolation. Et aussi, on voit de plus en plus de nouveaux matériaux biosourcés, matériaux issus de recyclage divers et variés, et beaucoup justement d'industriels s'intéressent à ces matériaux-là parce qu'ils ont une double casquette, c'est à la fois acoustique et aussi environnemental. Voilà, donc c'est des choses très intéressantes aussi qui se développent. Et puis on a ce deuxième caisson qui est un pack acoustique là qui était directement inclus dans une chaîne de production pour réduire les bruits générés par une machine, en plus avec des contraintes aéroliques qui générait du bruit en plus. Et donc on a eu un gain de 11 dBA juste sur ce petit caisson, mais ce qui est assez énorme. 11 dBA, on se rend peut-être pas compte, mais c'est quand même assez énorme juste pour un caisson de cette taille-là et pour l'opérateur surtout. Voilà. Ensuite, on a la partie plutôt vibratoire pour la sécurité des salariés et la fiabilité des machines. Donc là, c'était, alors je n'ai pas cité client, mais c'est dans le secteur de l'automobile. Donc on est intervenu sur une machine donc, qui générait des vibrations anormales, entraînant la casse d'une pièce. En gros, c'était une machine qui mettait en compression un amortisseur. Et avec les vibrations de la machine, en fait, l'amortisseur partait dans l'atelier à une vitesse folle, en fait. Donc, un danger monumental pour les opérateurs. Donc, arrêt de chaîne complet, etc. Donc, on est intervenu dessus. Donc, on a fait une visite sur site, on a fait des cotations fonctionnelles. On a analysé la note de calcul, donc on est sur du numérique du fabricant de la machine qui avait justifié la résistance en vibration de sa machine. Et on a fait notre propre note de calcul pour comparer. Et malheureusement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'écarts observés sur la note initiale du fabricant. Alors j'ai mis notamment au départ d'un maillage très grossier. Le maillage finalement c'est quand on a une conception 3D, une CAO, on va mailler la pièce. Et en fait si vous faites ce qu'on appelle un maillage grossier,
c'est une couture le maillage, hein. On tricote un peu la pièce, c'est pour avoir des mailles fines. Plus on a les mailles fines, plus ça va être précis. Et là c'était très grossier et en fait il est passé à côté de nombreuses données. Tout ce qu'il avait justifié, tout était décalé en termes de fréquence et autres, et nous on l'a vu tout de suite forcément. Et donc on a pu juste grâce à ça et les analyses qu'on a pu faire, préconiser finalement des choses sur la machine. C'était rigidifier certains endroits, comme je disais tout à l'heure, c'était augmenter l'épaisseur de certaines matières, et ça a pu relancer la production. J'ai pas eu les suites entre notre client et le fabricant, mais ça a dû chauffer un petit peu. La machine était achetée, donc il fallait travailler dessus. Ah oui, réduire vraiment l'imperfection sur la machine, quoi. Ouais, et puis là, il y avait vraiment un réel danger en plus, donc c'était monté assez haut au niveau de la direction de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Et on a aussi la partie fiabilité, là, plutôt dans le domaine de l'agroalimentaire, où notre client, qui a une machine en cours de conception, en fait, présente des niveaux acoustiques de plus de 10 dB par rapport à la génération précédente. Donc il ne comprenait pas pourquoi, alors que c'était sensiblement la même machine. Donc l'idée, nous, ça a été d'aller sur place, d'analyser le produit zone par zone avec des microphones, des accéléromètres, qui sont des capteurs de vibration, identifier si l'origine est solidienne ou aérienne. Alors ça, c'est un terme, on va dire, dans nos métiers en vibration et en acoustique, mais le solidien, c'est tout ce qui va être transmis par les pièces, les structures, et le bruit émis, et aérien, ça va être le bruit émis aérien au niveau de l'air, tout simplement. Et donc, on a pu identifier plusieurs causes. Les panneaux d'habillage reliés en rigide sur le châssis, qui n'existaient pas précédemment. Le même panneau qui va faire office de haut-parleur, ça on voit souvent en fait, le panneau qui va vibrer. Il va, comme un haut-parleur, voilà, il va faire le même mouvement et va générer du bruit, énormément de bruit. Et donc, nous, c'est simple derrière, on voit tout de suite ce qu'il y a à faire, c'est isoler l'habillage du châssis, modifier la nature des panneaux, la plume massique par exemple, ou intégrer des plots de découplage, j'en parlais tout à l'heure. Donc, des solutions concrètes mises en place rapidement. Voilà. Et ça, le problème, c'est à nouveau, comme je le disais, c'est le client qui voit le problème une fois que la machine est faite, conçue. Mais c'est pas pris en compte précédemment et ça c'est dommage. Et c'est ce qu'on essaye de changer en termes de mentalité pour pas mal de clients, fabricants de machines, production et autres, c'est de leur faire prendre conscience que ces thématiques de vibration et d'acoustique, on peut les traiter en amont, en avant-projet, et ça, voilà, c'est très important. Et puis même d'acculturer aussi dans les ateliers, de dire dès qu'il y a une source de vibration comme ça, parce que souvent c'est la machine à force d'usage, hop, ça se décale un peu, il y a un boulon qui se desserre et puis ça vibre. Oui, tout à fait. J'ai vu le cas dans un bus il n'y a pas longtemps, il y avait un bruit à l'arrière, mais incroyable, impressionnant, parce que juste les vis avaient commencé à se dévisser, puis du coup la paroi vibrait. Ouais. Et donc dans l'atelier, c'est aussi aller aux gens à remonter l'information et dire tiens, voilà, il y a un bruit qui apparaît, il faut le traiter dès le départ, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. L'exemple du bus, en plus, il est parlant. Alors nous, on a un terme dans le domaine, c'est ce qu'on appelle le squeak and rattle, mais c'est les bruits parasites, c'est tout ce qui va être du grésillement, du grincement, etc. Et en fait, c'est les bruits secondaires qu'on n'entendait pas précédemment, mais c'est souvent lié à de l'incompatibilité de matière entre elles. Ça va être des boulons qui vont se desserrer, etc. Donc des petites choses, mais qui en fait vont gêner derrière les utilisateurs, notamment dans le domaine auto et autres. Donc ça, et aujourd'hui, on le voit dans l'auto. Je fais une petite apparenté, mais avec les véhicules électriques qui sont plus calmes, on entend moins, mais on entend tous ces petits bruits secondaires qu'on n'entendait pas avant. La boîte à gants qui va claquer, la colonne de direction qui va grincer, le lave-vitre et ainsi de suite. Et donc ça, c'est ces fameux bruits parasites sur lesquels nous on travaille aussi, qui sont importants, mais qui existent aussi sur des machines de production, tout simplement. Et voilà, et pour finir, quelques perspectives futures donc, sur lesquelles nous on travaille aujourd'hui et sur lesquelles on se penche. Alors il y a notamment les systèmes à contrôle actif, donc on est en train de travailler là, avec une structure justement là-dessus qui a fait un petit démonstrateur assez bluffant, puisqu'en fait il est capable, ce système, en temps réel, dès que la machine se met à vibrer à une certaine fréquence, elle va casser ses vibrations et on va perdre entre 40 à 70 dB. Alors en bruit et vibration, c'est monstrueux, et surtout c'est du temps réel. Donc en fait là, pour le coup, on est capable, avec un système gros comme ça, on le pose sur une paroi justement qui fait haut-parleur, et en fait il n'y a plus de problème.
ça va gérer tout le souci vibratoire et acoustique. Donc ça, on travaille là-dessus. Tout ce qui est intelligence artificielle, alors c'est un peu, voilà, on a beaucoup qui en parlent, mais nous on traite ce sujet-là aujourd'hui, notamment sur la prédiction de bruit. On a des projets concrets, notamment dans l'automobile, sur des aérateurs de véhicules. On a fait de la prédiction de bruit d'aérateurs de véhicules, et aujourd'hui l'idée, nous, c'est de pouvoir appliquer cette prédiction de bruit dans un grand nombre de secteurs, notamment le secteur de la production et autres, qui peut être une vraie plus-value. Donc c'est pareil, c'est des projets internes qu'on pousse, nous, sur lesquels on travaille pour derrière pouvoir les proposer soit à des grands donneurs d'ordre en mode projet de recherche, voire en mode prestation éventuellement plus tard. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. Enfin, l'optimisation des bâtiments, des machines, j'en ai parlé beaucoup des machines, mais aussi des bâtiments dès la phase d'avant-projet pour l'absorption du son, etc. Aujourd'hui, il existe de plus en plus, notamment pour les bâtiments, des panneaux qui font un peu déco moderne, mais qui ont une vraie utilité dans tout ce qui est absorption du bruit. Notamment, on le voit beaucoup dans les open space, des cantines scolaires et autres. Et ça, c'est un vrai plus pour le coup. Et il faut que ça se démocratise un peu plus et qu'on le voit plus, y compris dans les ateliers. Il y a encore une petite question de coût, je pense, sur ça. Parce que les dalles sonores qu'on met au plafond, par exemple, restent encore un peu chères, mais c'est vrai que ça devrait se démocratiser, se développer beaucoup plus, parce que on gagne énormément en confort de vie quelque part. C'est ça. Et après, la question, en tout cas économique, c'est un vrai point, et vous faites bien de le souligner, mais pour le coup, je pense que investir dans ce type de solution en amont, plutôt que justement derrière d'aller faire des études pour essayer de trouver une solution ou autre, ou d'avoir des problèmes, des soucis de santé d'opérateurs et autres, je pense que vaut mieux investir dès le départ plutôt que de se retrouver avec des problèmes à devoir résoudre, et là avec des coûts bien plus importants. C'est clair. Merci beaucoup. Eh bien super. Merci beaucoup Ludovic. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le son, sur... J'ai un micro, oui. Hop. Merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport justement au choix du matériau en fonction des fréquences. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup par rapport aux matériaux, et pas forcément une association de matériaux, parce que tout à l'heure on parlait de boulonnerie, visserie, mais il y a aussi la nature du matériau avec la propagation de phonons qui est à prendre en compte, et ça va dépendre des fréquences et donc les choix des matériaux. Ouais, tout à fait. Et en fait, les matériaux, le type de matériau, l'épaisseur de la matière aussi, ça joue beaucoup dans nos métiers justement. Parfois, on va mettre beaucoup d'épaisseur pour avoir un effet absorbant plus efficace. Après, il faut jouer en fait avec, et c'est jamais simple, mais ça va être comment notre client peut changer sa pièce, la nature de sa pièce et autres. Est-ce qu'il peut ajouter de la masse ou c'est pas possible? L'avantage, c'est dans le domaine de la production, ils sont pas trop regardants sur la masse des machines et autres. Ça va. Sur d'autres produits, c'est plus compliqué. Il faut que ça soit de plus en plus léger. L'automobile, il faut qu'elle soit de plus en plus légère. Donc ajouter de la masse, c'est non. Donc là, il faut trouver le bon compromis entre absorber l'acoustique, trouver des solutions de nouvelles matières, peut-être des matières légères, comme je disais, des matières biosourcées. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup regardé. Ça peut être des matières plus légères, mais qui ont un niveau d'absorption assez important. Voilà. Des composites aussi. Oui, et les composites, effectivement, ouais, tout à fait. Ça coûte cher, quoi. Pour le moment, ouais, toujours. Merci. Bien, merci beaucoup, merci Ludovic. Et puis voilà, très bonne continuation. C'est un sujet passionnant qu'on retrouvera bien sûr tout au long de ce salon.